Je m'appelle Jean-Pierre Lambert et, jusqu'à l'après-midi des funérailles de ma femme, je pensais que la pire chose qui puisse arriver à un homme m'était déjà arrivée. J'avais 63 ans, j'étais un ingénieur civil à la retraite vivant à Annecy, en Haute-Savoie, et je venais d'enterrer Hélène, la femme que j'avais aimée pendant 38 ans. Elle m'avait été arrachée par une grise matinée de novembre. Les médecins avaient parlé d'un arrêt cardiaque foudroyant, et je marchais depuis lors dans le brouillard du deuil comme un homme immergé sous l'eau, à peine capable d'entendre mes propres pensées à travers le silence assourdissant qu'elle avait laissé derrière elle. Les obsèques avaient eu lieu à l'église Saint-Maurice, et la réception qui suivit s'était tenue dans notre maison au bord du lac. Je me souviens être resté dans la cuisine, tenant une assiette de petits fours que je n'avais aucune intention de manger, tandis que des cousins éloignés et de vieux voisins m'offraient les mêmes condoléances dans des ordres légèrement différents. Mon fils, Nicolas, était là avec sa femme Camille, et ils offraient l'image parfaite d'enfants éplorés. La main de Camille sur son bras, la mâchoire de Nicolas serrée de cette façon stoïque dont Hélène aimait se moquer quand il était petit. Ils étaient arrivés de Lyon 2 jours avant la cérémonie et ils s'étaient montrés, je dois l'admettre, exceptionnellement prévenants. Camille apportait des gratins. Nicolas réparait la lame de terrasse qui bougeait à l'arrière. Il ne cessait de me demander si je mangeais, si je dormais, s'il y avait quoi que ce soit qu'il puisse faire. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. J'aurais dû remarquer que cette attention semblait répétée, comme un acteur qui se souvient de ses déplacements sur scène. Mais le deuil rend un homme lent, et j'étais lent. Il était environ 16 heures, quand les derniers endeuillés furent partis et que les traiteurs rangeaient leur plateau, que mon téléphone vibra sur le plan de travail en granit. Le numéro m'était inconnu, un indicatif que je ne reconnaissais pas. J'ai failli laisser sonner. Je regrette aujourd'hui de ne pas avoir répondu plus vite, mais je regrette aussi parfois d'avoir répondu tout court, car la vie que j'avais avant cet appel, même dans sa douleur, était plus simple que tout ce qui a suivi. La voix à l'autre bout du fil était celle d'une femme. Elle était plus âgée, sa voix était ferme mais tendue, et elle dit « Monsieur Lambert, je suis le docteur Sylvie Martin. J'étais le médecin traitant de votre épouse à la clinique de Lyon-Nord. J'ai besoin que vous veniez à mon cabinet demain matin. S'il vous plaît, venez seul. Et je vous en prie, monsieur Lambert, ne mentionnez cet appel ni à votre fils, ni à sa femme. » Je me souviens de la sensation que la cuisine basculait. Je me souviens de Nicolas riant de quelque chose que Camille disait dans la pièce d'à côté, et ce rire sonnait, pour la première fois, comme une fausse note dans une chanson que je pensais connaître par cœur. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Elle me dit seulement qu'Hélène lui avait laissé quelque chose, et que ce qu'elle avait à me montrer ne pouvait être discuté au téléphone. Elle ajouta ces mots qui resteront gravés dans ma mémoire, je crois que vous êtes peut-être aussi en danger. Monsieur Lambert. Soyez prudent ce soir. J'ai raccroché. Je suis resté planté. Dans ma propre cuisine, j'ai regardé mes mains et j'ai réalisé qu'elles tremblaient. Pas de chagrin cette fois, mais de quelque chose d'autre, quelque chose de plus ancien que le deuil, quelque chose d'animal, un avertissement qui commence dans les os avant que l'esprit ne comprenne. Nicolas est entré et a demandé qui avait appelé. Je lui ai dit que c'était les pompes funèbres, juste une question administrative concernant l'acte de décès. Je ne sais pas d'où est venu ce mensonge. J'ai été surpris de la facilité avec laquelle il a franchi mes lèvres. Hélène disait toujours que j'étais le pire menteur qu'elle ait jamais rencontré, que je ne pouvais pas cacher un cadeau d'anniversaire sans devenir rouge pivoine. Mais ce mensonge est sorti avec la fluidité de l'eau, mon fils a hoché la tête et est retourné au salon, et j'ai ressenti, pour la première fois de ma vie, de la peur envers mon propre enfant. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi.
Je restais allongé dans le lit qui sentait encore légèrement la crème. Pour les mains d'Hélène, et j'écoutais les bruits de mon fils et de ma belle-fille dans la chambre d'amis au bout du couloir. Je les entendais chuchoter. Je ne distinguais pas les mots, mais le rythme des murmures était pressant. Une fois, j'ai entendu la voix de Camille s'élever sur un ton d'impatience, et Nicolas lui intimait le silence brusquement. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu des pas dans le couloir. Je les ai entendus s'arrêter devant la porte de ma chambre. J'ai entendu le léger craquement de la lame de parquet qui grinçait depuis notre emménagement en 1991, celle qu'Hélène et moi avions toujours prévu de réparer sans jamais le faire. Puis les pas se sont éloignés. Je suis sorti du lit. Je me suis habillé en silence dans le noir. J'ai préparé un petit sac de voyage, juste un rechange, mes médicaments, mon portefeuille. Le vieux dossier en cuir dans ma table de nuit qui contenait le titre de propriété de la maison et quelques autres papiers qu'Hélène avait toujours insisté pour que je garde à portée de main. À 4h30 du matin, j'ai écrit un mot disant que j'étais parti faire une promenade matinale, puis chez un vieil ami à Chambéry pour me changer les idées. Je l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine. Je me suis glissé par la porte arrière, j'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à la petite station-service ouverte 24h24 à l'angle de l'avenue de Genève, et j'ai appelé un taxi depuis une cabine publique, car je n'avais plus confiance en mon propre téléphone portable. Je n'avais plus confiance en rien. Le cabinet du docteur Martin se trouvait au 7e étage d'une tour médicale à Lyon. Elle m'attendait dans le hall quand je suis arrivé. Une petite femme d'une 60aine d'années, les cheveux argentés tirés en un chignon serré, et ce genre d'yeux fatigués mais intelligents en lesquels j'avais toujours eu confiance chez un médecin. Elle m'a fait monter sans dire un mot. Elle a verrouillé la porte de son bureau derrière nous, s'est assise en face de moi et a fait glisser une épaisse enveloppe marron sur le bureau. Votre femme est venue me voir il y a 6 semaines, dit-elle. Elle ne se sentait pas bien depuis un certain temps. Elle soupçonnait qu'on l'empoisonnait. Elle m'a demandé de réaliser un bilan toxicologique complet et de garder les résultats confidentiels. Et elle m'a demandé, s'il lui arrivait quelque chose, de vous remettre cette enveloppe, et seulement à vous. Je ne pouvais pas parler. J'ai regardé l'enveloppe, j'ai regardé le docteur Martin, et j'ai senti le sol de mon existence se dérober sous mes pieds. Les tests ont révélé une exposition chronique à des métaux lourds, dit-elle doucement. Du thallium, administré à petite dose sur une période de plusieurs mois. Hélène savait, Jean-Pierre. Elle savait depuis des semaines avant de mourir. J'ai posé la question que je ne voulais pas poser. J'ai demandé pourquoi ma femme n'était pas allée à la gendarmerie. Pourquoi elle n'était pas rentrée me le dire. Pourquoi elle avait continué à vivre dans notre maison, à manger notre nourriture, à boire notre café, sachant ce qu'elle savait. Le docteur Martin prit une longue inspiration. Parce que, dit-elle, elle n'était pas certaine de savoir qui faisait cela. Et elle était terrifiée à l'idée que, si elle se trompait, elle briserait votre famille pour rien. Et au moment où elle en a eu la certitude, Jean-Pierre, elle était déjà très malade. Elle essayait de rassembler des preuves irréfutables qui vous protégeraient après son départ. Tout ce qu'elle a collecté est dans cette enveloppe. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains qui ne semblaient plus m'appartenir. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des relevés bancaires, une petite clé USB et une lettre écrite de la main d'Hélène. J'ai reconnu ces boucles et ces barres de thé bien nettes, et j'ai dû poser la lettre un instant, car je ne pouvais plus lire à cause des larmes qui brouillaient ma vue. Les relevés bancaires racontaient la première partie de l'histoire. Ils provenaient d'un compte joint que Nicolas et Camille avaient ouvert il y a 2 ans, et le découvert était de 183 000 €. Les relevés montraient une hémorragie constante d'argent vers une société écran basée au Luxembourg, une société dont Hélène avait noté le nom d'une écriture bleue
soigné dans la marge, et que Nicolas lui avait présenté comme une opportunité d'investissement. Ce n'en était pas une. Hélène avait engagé un détective privé, basé à Grenoble, et celui-ci avait remonté la trace de la société jusqu'à un réseau de paris sportifs clandestins dans lequel Nicolas s'enlisait depuis plus de 3 ans. Mon fils, mon petit garçon qui construisait des maquettes d'avions sur la table de la cuisine, avait dilapidé sa maison, sa voiture, son plan d'épargne retraite, et devait maintenant, selon le rapport du détective, près de 200 000 € à des gens à qui l'on ne fait pas défaut. Les photographies racontaient la seconde partie. C'étaient des clichés de surveillance, pris depuis un parking dans le centre de Lyon, montrant Camille, ma belle-fille, en pleine discussion avec un homme que je ne connaissais pas. Sur l'un d'eux, elle lui remettait une petite enveloppe blanche. Sur un autre, ils s'embrassaient. Le timbre à date sur les photos indiquait le mois d'août, 3 mois avant la mort d'Hélène. Mais la lettre était le pire et le meilleur de tout cela. Car c'était la voix d'Hélène me parvenant de l'autre côté d'une rive que je ne pouvais franchir. Mon cher Jean-Pierre, écrivait-elle. Si tu lis ceci, c'est que j'avais raison, et je suis désolé. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Je suis désolé d'avoir pensé que je pouvais gérer cela seul. J'ai toujours été trop têtu pour mon propre bien, et tu aimais me taquiner à ce sujet. Et maintenant, cela nous a coûté quelque chose que je ne peux réparer. Mais s'il te plaît, mon amour, écoute-moi maintenant, car ce que je vais te dire va te sauver la vie. Nicolas a des ennuis, de terribles ennuis. Ces dettes ne sont pas de simples dettes. Ce sont le genre de dettes qui font tuer un homme, et il a décidé que la seule issue était l'assurance vie. Il y a un contrat sur ma tête de 400 000 €, et un sur la tienne de 600 000 €. Et il est le bénéficiaire principal des deux. Parce que nous les avons souscrits quand il avait 12 ans et que nous n'avons jamais changé les noms. Je ne l'ai compris que le mois dernier. À ce moment-là, j'étais déjà affaibli. À ce moment-là, le mal était fait. Camille a quelqu'un d'autre, Jean-Pierre. Je suis navré d'être celle qui te l'annonce. Elle voit un homme à Lyon depuis presque 1 an, et je crois qu'elle et Nicolas ont un accord que je ne saisis pas totalement, mais qui se termine, je le crains, par notre enterrement à tous les deux. Pour qu'elle et Nicolas se partagent l'argent avant qu'elle ne s'enfuit avec son amant et laisse mon fils se noyer. Jean-Pierre, mon amour, le café. C'est dans le café. Je m'en suis rendu compte en septembre parce que le broyeur a fait un bruit étrange un matin, je l'ai ouvert et j'ai trouvé un résidu que je n'ai pas reconnu. Je l'ai fait analyser. J'ai arrêté de boire du café après cela, mais je pense qu'à ce stade, j'en avais déjà trop absorbé. Et je pense, mon chéri, qu'ils en ont mis dans d'autres choses aussi. Et je suis trop fatigué pour tout trouver. Ne reste pas dans la maison. Ne mange rien de ce qui sort de notre cuisine. Ne bois rien de ce qu'il te donne. Va voir Sylvie. Martin. Elle a l'épreuve. Apporte-les au brigadier-chef Boudreau de la gendarmerie de Haute-Savoie. C'est le fils de Marjorie Boudreau, c'est un bon gars, et il te croira. N'essaie pas de gérer ça tout seul. Promets-le-moi. Jean-Pierre. Promets-moi que tu laisseras la justice s'occuper de Nicolas. Parce que, quoi qu'il soit devenu, il a été notre fils, et je ne peux supporter l'idée que tu te brises contre lui. Je t'aime, mon cher époux. Je t'aime depuis le premier soir où nous avons dansé au bal des pompiers en 1987, et je t'aimerai. D'où que je sois maintenant, et je te reverrai, mais pas avant longtemps, car tu as encore beaucoup de vie devant toi. Vis-la pour nous deux. Ton Hélène. Je suis resté longtemps assis dans le bureau du docteur Martin. Je ne me souviens pas avoir pleuré, bien que j'ai dû le faire, car à un moment donné, elle m'a tendu une boîte de mouchoirs. Je me souviens qu'elle a dit qu'elle avait déjà pris la liberté de contacter le brigadier Boudreau,
qui attendait mon appel, et qu'elle avait réservé une chambre dans un petit hôtel de province où je pourrais séjourner quelques jours sous un faux nom. Je me souviens l'avoir remerciée. Je me souviens lui avoir demandé pourquoi elle faisait tout cela, et elle a répondu. Très simplement, parce qu'Hélène était ma patiente et mon amie depuis 22 ans. Et parce qu'elle me l'a demandé. Je suis allé à cet hôtel cet après-midi-là. Je me suis enregistré sous le nom de Jean-Pierre Morel, le nom de jeune fille de ma mère, puis, parce que je ne pouvais pas rester assis à attendre, j'ai appelé le détective privé qu'Hélène avait engagé. Il m'a rejoint dans une brasserie et a apporté un classeur qui ajoutait encore 10 cm d'épaisseur à l'histoire. Commencé par Hélène. Il n'avait pas cessé de travailler après sa mort. Il avait continué à surveiller. Il m'a montré des reçus d'une pharmacie où Camille avait acheté des substances qu'il croyait être utilisées pour préparer le mélange de thallium. Il m'a montré un enregistrement audio d'une conversation téléphonique entre Nicolas et un homme identifié comme son créancier, dans laquelle on disait à Nicolas qu'il avait 6 semaines pour produire les 200 000 €, sans quoi les conséquences s'étendraient à sa famille. Il m'a montré un SMS récupéré sur l'ancien téléphone de Camille, qu'elle avait revendu, dans lequel elle écrivait à son amant, sois patient, mon amour. La vieille est presque finie, et le vieux est le prochain, et après nous serons libres. La vieille. C'est ainsi qu'elle appelait mon Hélène. Je suis resté assis dans cette brasserie, j'ai regardé ces mots, et j'ai senti quelque chose en moi qui était de la douleur se transformer très lentement en autre chose. Pas de la rage, pas celle qui brûle. Quelque chose de plus froid et de plus patient. Quelque chose de méthodique. Le brigadier Boudreau, quand je l'ai rencontré le lendemain matin, était en effet le fils de Marjorie, et c'était effectivement un homme intègre. C'était un gaillard de 34 ans au regard vif. Il a fait venir un capitaine de la section 2. Recherche. Je leur ai donné l'enveloppe, le classeur, la lettre, la clé USB. Tout. Ils m'ont demandé une seule chose. Ils m'ont demandé de rentrer chez moi. Ils voulaient que je retourne dans la maison, que je me comporte comme si rien n'avait changé, que je dise à Nicolas et Camille que l'affaire des pompes funèbres était réglée, et que j'étais fatigué, en deuil, et prêt à discuter. Comme Nicolas le suggérait si gentiment. De la vente de la maison du lac et du règlement de la succession d'Hélène. Ils voulaient que je porte un micro. Ils voulaient que je leur donne la conversation qui transformerait toutes les preuves d'Hélène en un dossier inattaquable devant une cour d'assises. J'étais terrifié. Je ne vais pas prétendre le contraire. J'avais 63 ans. Ma femme était morte. Mon fils me voulait mort, et la gendarmerie me demandait de m'asseoir à la table d'une cuisine face à un homme et une femme qui me tuaient lentement. Depuis des mois, en jouant le rôle du vieil imbécile inoffensif. Mais j'ai pensé à la lettre d'Hélène. Je l'ai imaginée en train de l'écrire seule dans son bureau, sachant ce qu'elle savait, essayant de me protéger par-delà le voile, et j'ai dit oui. Je suis rentré le jeudi. J'ai dit à Nicolas que j'avais été chez un vieil ami, que j'avais eu besoin de calme. Je lui ai dit que j'avais réfléchi. Et que, peut-être, il avait raison, que la maison du lac était une trop grande charge pour un homme seul. Je lui ai dit que je voulais que nous nous asseyions ce soir-là, tous les trois, pour parler de tout. Camille a fait le dîner. Je n'en ai pas mangé. Je lui ai dit que j'avais l'estomac noué par le chagrin et le voyage, et je n'ai bu que de l'eau d'une bouteille que j'avais moi-même apportée de la voiture. Après le dîner, Nicolas a fait glisser un dossier sur la table de la salle à manger. C'était une liasse de documents préparés professionnellement. Et j'ai vu d'un coup d'œil que c'était bien plus qu'un simple transfert de succession. C'était une procuration totale. C'était une donation de la maison à son nom. C'était la révocation de mon testament actuel et la rédaction d'un nouveau laissant chaque centime à sa personne. Il a aussi fait glisser un stylo
Sur la table. Papa, dit-il, et sa voix était si douce, si pleine de tristesse que, pendant un instant écœurant, j'ai failli croire qu'il m'aimait. Encore. Je sais que c'est beaucoup, mais maman aurait voulu ça. Elle aurait voulu que nous nous occupions de tout pour que tu n'aies plus à t'inquiéter. Camille m'observait de l'autre côté de la table. Ses yeux étaient ceux d'une femme qui surveille une horloge. J'ai regardé mon fils. J'ai regardé le petit garçon à qui j'avais appris à faire du vélo. Le jeune homme que j'avais vu recevoir son diplôme d'ingénieur. Le marié à côté de qui je m'étais tenu lors de son mariage, et j'ai dit très calmement, « Nicolas, je sais pour le thallium. Je sais pour l'ami de Camille à Lyon. Je sais pour les dettes de jeu. Je sais tout, mon fils. Ta mère savait aussi, et elle m'a laissé une lettre, et elle m'a dit qui tu étais devenu, et je te supplie, là maintenant à cette table, de me dire la vérité, parce que je suis ton père, et ce que tu vas dire maintenant va décider du reste de ta vie. » Le silence dans cette salle à manger a duré environ 4 secondes, mais ce furent les 4 secondes les plus longues de mon existence. Puis Camille a bougé. Elle s'est levée brusquement, sa chaise raclant le sol, et elle a tendu la main vers le bloc de couteau sur le plan de travail derrière elle, mais avant qu'elle ne l'atteigne, la porte arrière a volé en éclats, et le brigadier Boudreau et 3 autres gendarmes étaient dans ma cuisine. Arme au poing. Nicolas était à genoux, les mains derrière la tête, en larmes. Camille était plaquée au sol, et j'étais toujours assis à la table avec un stylo à la main. Le procès a duré 14 mois. La procureure de la République a bâti son dossier avec la patience d'un maçon. Les rapports toxicologiques, les photos de surveillance, les dossiers financiers, les SMS récupérés, la lettre d'Hélène, authentifiée par 2 experts en graphologie et introduite comme preuve avec une solennité qui m'a fait pleurer sur mon banc. Et au cœur de tout cela, l'enregistrement de ce jeudi soir, où mon fils, à travers ses sanglots, avait tout avoué. Nicolas a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre d'Hélène et la tentative de meurtre sur ma personne. Camille a été condamné à la même peine. Son amant à Lyon a plaidé coupable pour obtenir une réduction de peine en échange de son témoignage, et il a écopé de 12 ans. Pour son rôle dans l'acquisition du thallium et la planification de la suite. J'ai témoigné au procès. J'ai regardé mon fils à l'autre bout de la salle d'audience, et il m'a regardé, et j'ai vu sur son visage quelque chose que je n'avais pas vu depuis qu'il était enfant, une sorte de reconnaissance impuissante. Comme s'il venait de se réveiller d'un long cauchemar pour découvrir une vie qu'il ne voulait pas. Je ne sais pas si je lui ai pardonné ce jour-là. Je ne sais pas si je le ferai jamais. Mais j'ai dit la vérité à la cour. Je leur ai dit qu'il avait été un bon garçon autrefois. Je leur ai dit que sa mère l'avait aimé jusqu'à son dernier souffle. Je leur ai dit que quoi qu'il soit devenu, il avait choisi de le devenir, et que mon Hélène était morte à cause de ce choix, et qu'aucune sentence ne serait plus lourde que celle qu'il s'était lui-même infligée. J'ai vendu la maison du lac ce printemps-là. Trop de souvenirs, et plus tous de la bonne sorte. J'ai emménagé dans un appartement plus petit, non loin de l'endroit où Hélène et moi avions commencé. Je vois le docteur Martin tous les 3 mois pour un contrôle. Les médecins me disent que mes organes se sont remarquablement bien remis, tout bien considéré. Je prends mon café chaque matin dans un mug qu'Hélène m'avait offert pour nos 30 ans de mariage, je moule les grains moi-même et je souris en pensant à elle remarquant le son du broyeur. Il y a une petite fille. La petite fille de Nicolas et Camille, Sophie. Elle avait 4 ans quand ses parents ont été arrêtés, elle en a 6 maintenant. Elle vit avec la sœur de Camille dans le sud de la France. Je prends le train pour aller la voir 2 fois par an. Elle m'appelle papy. Jean-Pierre. Elle ne connaît pas encore toute l'histoire. Elle ne la connaîtra que lorsqu'elle sera beaucoup plus grande.
Et quand elle saura, j'espère qu'elle comprendra que sa grand-mère Hélène était la femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée et que son grand-père n'a fait que ce que sa grand-mère lui avait demandé. C'est-à-dire vivre, et vivre bien. Et nous porter tous les deux vers le temps qu'il nous restait. Parfois, tard le soir, j'entends encore cette lame de parquet craquer. J'entends encore la voix de Camille s'élever d'impatience dans la chambre d'amis. J'entends encore le téléphone vibrer sur le granit. Et la voix posée du docteur Martin me disant que j'étais en danger. Et parfois, dans le calme, j'entends Hélène aussi. Je l'entends me dire de vivre pour nous deux. Et j'essaie chaque jour de faire ce qu'elle a demandé. Parce qu'une promesse faite à la femme que l'on a aimée pendant 38 ans ne s'arrête pas quand elle s'en va.